Nous avons l'occasion de le dire de temps à autre, la stratégie passe pour être la discipline reine du dirigeant d'entreprise. La stratégie entrepreneuriale est née après la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec les travaux de Porter, dans un environnement qu'on peut qualifier de stable, c'est-à-dire que dans les 30 glorieuses, tout le monde savait que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, tout le monde savait que le progrès continuerait et beaucoup pensaient qu'il ne s'arrêterait jamais, et tout le monde pensait que la création de richesses n'allait cesser d'augmenter. Donc, la stratégie est née dans le monde entrepreneurial pour discuter de concurrence entre des acteurs heureux dans un marché qui ne cessait de croître et qui, de ce point de vue-là, était stable. Stable ne veut pas dire que rien bougeait. Stable veut dire qu'on sait ce qui va arriver demain très exactement. La stratégie est une discipline ancienne. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que les racines de la stratégie ont existé en Chine. Les Chinois, qui n'ont eu de cesse d'unifier leur pays, et l'histoire de la Chine, de ce point de vue-là, est assez proche de l'histoire de la France, l'empereur d'un côté, le roi de l'autre, ont eu petit à petit à lever des armées et à s'organiser pour accroître leur leadership et leur autorité sur le pays. La Chine est culturellement un pays très original par rapport au monde occidental. Le monde occidental raisonne avec des catégories. On raisonne en théologie, on raisonne en philosophie, on raisonne en sciences politiques, etc. Ce découpage a permis d'ailleurs probablement des débats et une naissance relativement précoce de ce qu'il est convenu d'appeler la modernité. La Chine a une approche fort différente. La Chine raisonne en grands systèmes de pensée. Le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, et quelques autres systèmes parallèles comme le légisme ou le moïsme. Autrement dit, le tabouret chinois a 3 pieds principaux et 2 autres que sont le légisme et le moïsme. Et quand on parle d'un système de pensée, c'est qu'à l'origine, quand on est confucianiste, on est de la tête aux pieds. On n'est pas en politique confucianiste et en religion taoïste. On est de l'école confucianiste. Confucius, Lao Tse, sont à peu près contemporains du développement de la philosophie grecque et de l'apparition des prophètes en Israël. Il en est de même pour Bouddha. Le bouddhisme en Chine a une histoire originale qui ne nous intéresse pas immédiatement dans le champ de la stratégie, même si c'est une histoire qui a beaucoup à voir avec les arts martiaux, puisque les arts martiaux sont nés du bouddhisme. Mais l'art martial sera évidemment une préoccupation du dirigeant et de son leadership, alors qu'en stratégie, la question de la gouvernance des troupes et de l'allocation des ressources est fondamentale. Se sont succédés en Chine au cours de l'histoire des lobbies qui ont entouré le trône impérial. Donc tour à tour, on a vu les confucianistes, puis les taoïstes, puis les bouddhistes, puis le retour des confucianistes, etc. Avec un fond permanent de légisme, mais là aussi, ce côté très autoritaire est simplement une caractéristique de la politique chinoise et concerne tout le monde. À l'origine donc, en Chine, la guerre était réfléchie par des confucianistes et elle ressemblait au principe de la guerre en Occident. On se rencontre, on se bat, et si l'autre a été brillant, courageux, mais défait, on peut considérer quand même qu'on lui laisse son territoire ou une autorité sur son territoire.
Les taoïstes ont hurlé. Les taoïstes ont hurlé parce qu'ils ont trouvé que ce système était extrêmement coûteux en hommes, en argent, en moyens. Et alors que le confucianiste est structurellement, mentalement, quelqu'un qui étudie, qui construit finalement son univers à partir des références bibliographiques, qui cherche à vivre dans l'ordre de sa maison, l'ordre de son village, de sa région, de l'empire, du cosmos. Le taoïste a une approche radicalement différente du point de vue mental. Le taoïste est vraiment, on pourrait dire, un interactionniste souple. C'est quelqu'un qui va chercher à vivre le mieux possible en dépensant le moins d'énergie. Ne pensez pas qu'il est paresseux, ça n'a rien à voir. Simplement, le taoïste est celui qui, dans un système complexe, va chercher l'endroit où rien ne bouge, et finalement, s'il doit faire quelque chose, quel est le petit impact qu'il doit donner quelque part pour que cette transformation s'opère. Et donc les taoïstes vont, on peut dire, sortir les confucianistes de la réflexion stratégique en Chine. En disant, mais en fait, il est possible de vaincre sans combattre. Pour cela, il convient évidemment d'étudier le milieu, de situer ses efforts exactement à l'endroit qui va déséquilibrer l'ennemi, et on parlera du principe de concentration des efforts, d'utiliser pour le déstabiliser les ressources les moins chères possibles, on parlera d'économie des forces, et dans tous les cas, il faudra pouvoir s'échapper et donc se garder une possibilité de sortie. On parlera dans ce cas de mobilité. Les taoïstes ont donc défini 3 grands principes: concentration des efforts, économie des forces et mobilité, qui vont guider la réflexion chinoise, et non seulement la réflexion, mais la stratégie chinoise, depuis les royaumes combattants jusqu'à aujourd'hui. La Chine compte des milliers d'ouvrages en stratégie. Alors, bien sûr, tout le monde cite l'inénarrable Sun Tzu, mais il n'y a pas que lui. Il y en a eu beaucoup avant, il y en a eu beaucoup après. On a l'habitude d'en reconnaître 7 qui faisaient partie d'ailleurs du programme des examens impériaux pour progresser dans l'armée. Cette production en stratégie chinoise ne s'est pas arrêtée et il est impératif de lire, vous trouverez d'ailleurs une recension sur ce site de cet ouvrage, l'un des tout derniers ouvrages de stratégie chinoise qui a été écrit il y a un peu moins de 20 ans et qui s'appelle La guerre hors limite et qui est fondamental. Mais revenons aux taoïstes. À partir des 3 principes, les taoïstes se sont dit, dans le principe d'économie des forces, si nous pouvons trouver des moyens peu coûteux de déstabiliser l'ennemi, ce serait quand même super. Mais bien sûr, ces moyens sont quelquefois irréguliers. Ce qu'on appelle des moyens irréguliers, on pourrait, dans notre langage occidental, dire ce sont des moyens sans morale, amoraux. Par exemple, espionner. Par exemple, retourner des conseils du chef de l'armée d'en face, payer des gens, etc. Mais les taoïstes vont aller très loin en disant, certes, il s'agit de moyens irréguliers, mais comme ces moyens irréguliers nous permettent finalement de gagner la guerre sans combattre, ils deviennent réguliers, c'est-à-dire que nous pourrions dire ils sont moralement défendables.
Il faut faire très attention en traduisant une morale chinoise ou une éthique chinoise en morale et éthique européenne parce que les approches sont très différentes, mais certains diraient que la fin justifie les moyens. Toutes les stratégies du monde, on peut dire toutes les réflexions stratégiques du monde, se sont inspirées ou se sont calquées sur cette approche chinoise. Approche triadique qui, rappelons-le, demande de ne pas se disperser, d'avoir le système le plus performant possible pour lutter contre la concurrence et enfin de rester mobile. La mobilité dans l'entreprise, c'est très simple. C'est le cash, c'est-à-dire c'est ce qui permet à un moment donné d'investir ou de se dégager d'une position difficile. Quand l'entreprise a commencé à réfléchir à la stratégie, elle ne s'est pas tellement inspirée des Chinois. Même si globalement, dans les grands principes de Porter, la concentration des efforts correspond à ce qu'on appellerait en entreprise la proposition de valeur, qui doit être extrêmement claire, toujours définie en termes de bénéfices clients. Si l'économie des forces correspond à la chaîne de la valeur, c'est-à-dire comment je peux dispenser au meilleur prix les meilleurs produits et les meilleurs services, avec le moins de pertes possible. Et enfin, bien sûr, même si ce concept est en train d'évoluer, le principe de mobilité, ce sont les capacités financières de l'entreprise qui lui permettent de bouger.